Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Vous êtes sénatrice, ancienne ministre, vous êtes socialiste. Merci pour ce changement, c'est un titre ironique. Le livre que vous publiez s'adresse à François Hollande. Vous lui dites quoi à François Hollande aujourd'hui ? À vrai dire, il s'adresse moins à François Hollande qu'aux Français et aux électeurs du peuple de gauche pour leur dire regardons avec lucidité ce qui s'est passé. Car il y a manifestement la France va mal, les Français aussi. C'est pas ce que dit François Hollande qui dit que la France va mieux. Oui. Moi, je suis pas un diagnostic aussi optimiste que lui. Et surtout, j'essaie de montrer comment, dans ce pays, il y a un pied d'appel pour sortir de la crise, pour sortir d'une espèce de dépression collective dans laquelle le pays s'enfonce, parce que ces élites l'enfoncent. Et je reste convaincue que ce pays attend une république de gauche, oui. Et que l'élection présidentielle à venir doit être l'occasion de montrer aux Français qu'il y a autre chose que le scénario déjà vu de 2012. Alors, vous êtes candidate à des primaires de gauche, oui, Marie-Noëlle Lienemann. Oui. Parce que je pense que d'abord, on voit bien qu'avec la montée du Front National, on ne va pas d'un claquement de doigts régler ce problème, et que si la gauche n'est pas largement rassemblée, les chances d'être au deuxième tour sont très faibles. On voit d'ailleurs un sondage aujourd'hui qui dit que François Hollande ne serait pas présent dans aucun des cas au second tour. Voilà, donc parce que François Hollande, par ailleurs, non seulement est contesté par les citoyens, mais n'est pas en situation de rassembler l'ensemble des forces de gauche pour ouvrir une nouvelle étape. Face à Marine Le Pen au second tour, il serait même battu par Marine Le Pen. Ça, c'est les sondages. J'espère que ça ne veut pas dire ça, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'est pas en situation de porter la nouvelle espérance qu'il faut donner au pays et à la gauche. Donc il ne doit pas se présenter, Moi, dans tous les cas. C'est ce que je pense, et je souhaite qu'il y ait des primaires, en tout état de cause, qu'il y ait des primaires. C'est-à-dire, même si François Hollande se présente, il doit quand même y avoir des primaires. Absolument. Je vous rappelle que Barack Obama n'a pas eu peur d'avoir des primaires. Simplement, effectivement, le bilan de Barack Obama semblait convaincre davantage les démocrates. Il n'y a pas eu des masses de candidatures. Donc, il nous faut des primaires. Et quand vous organisez ces primaires, François Hollande veut annoncer sa décision en décembre. L'idée qui était de celles et ceux qui s'étaient mobilisés pour qu'il y ait des primaires et qui continuent à se mobiliser, c'était que justement, on ait des primaires fin décembre. Il est clair qu'on peut comprendre qu'un président de la République sortant ne va pas se mettre un an à l'avance à être en campagne. Encore que parfois, on a l'impression que c'est déjà la campagne présidentielle qui est en cours. Mais en tout cas, oui, des primaires en décembre, des primaires qui permettent d'avoir un vrai débat de fond. Et pas simplement regarder les sondages, qui sait qu'a le meilleur look à l'instant T. Car moi, je crois qu'on a à la fois une exigence et une opportunité. Une exigence, c'est que le pays a le sentiment d'être sur des rails qu'il n'a pas choisis et qu'il subit une situation... C'est-à-dire, en fait, si vous parlez d'une sorte de trahison, quand vous dites merci pour ce changement, vous faites allusion au slogan de campagne de François Hollande qui disait « le changement, c'est maintenant ». C'est maintenant. Manifestement, en tout cas, on n'a pas eu ce qu'on voulait. L'immense écart entre le discours du Bourget et la politique suivie est patente pour tout le monde. Vous ne dites pas aujourd'hui l'ennemi c'est la finance. Non seulement on ne dit pas l'ennemi c'est la finance, mais parfois on se demande si les banques ne sont pas en train de diriger dans bien des cas notre pays. Regardez, récemment encore, j'ai déposé des amendements pour la taxation des grandes multinationales type Google, Amazon, Facebook, et pour lutter contre l'évasion fiscale, obligation de transparence, etc. On nous a expliqué, on ne peut pas faire ça, il faut que tous les autres soient d'accord, bref, toujours des mesures dilatoires. Pendant ce temps-là, les Anglais, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils font, ont fait sur un certain nombre de points des avancées que nous n'avons pas fait nous-mêmes. Oui. Donc même sur des sujets, si je puis dire, qui sont à portée de main, le gouvernement et François Hollande, notamment par rapport aux banques, qui nous écrasent des frais bancaires, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc vous irez aux primaires, quelle que soit la situation, vous serez candidate à des primaires, Marie-Noëlle Lienemann ? Absolument. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on change d'époque. Tous ceux qui nous vendent le néolibéralisme, le social-libéralisme, vous savez que c'est souvent libéral et peu social, mais tous ces gens-là, c'est une autre époque. Pourquoi je dis cela ? Parce que la mondialisation libérale a assez raté. La croissance mondiale est faible, tout le monde annonce qu'il risque d'y avoir une nouvelle crise financière, les dégâts écologiques sont récents, et les peuples sont insatisfaits. Et les peuples, qu'est-ce qu'ils choisissent ? En Europe de l'Est, plutôt les mouvements fascisants.
aux États-Unis, qui est quand même le cœur du réacteur. Il y a Sanders aux États-Unis. Voilà. Il y a un mouvement qui doit vous réjouir. Justement, c'est ça qui est positif, c'est qu'aux États-Unis, il y a à la fois le négatif qu'est Trump, c'est-à-dire la partie de droite se radicalise sur du populisme dangereux, et à gauche, la recherche d'une autre voie. La voie purement libérale est aujourd'hui affaiblie, même aux États-Unis. Et un pays comme la France, qui a été percuté dans son modèle républicain, dans ses conceptions et ses valeurs, par ce libéralisme, devrait être un des pays aux avant-gardes pour montrer qu'un autre chemin est possible, qu'il y a d'autres possibilités d'avoir du développement économique, d'échanger avec nos voisins, de construire un espace de paix. Et donc, et là, je pense que c'est la gauche qui est au rendez-vous. Parce que quand je vois les programmes de la droite, c'est il faut aller plus vite, plus fort dans toutes les erreurs qui nous ont déjà amenés là où on est. Donc il y a une attente de gauche, une attente républicaine et sociale. Vous ne craignez pas ce que vous qualifiez de politique de la terre brûlée? Vous employez ce terme dans le livre. Oui, vous dites finalement la gauche va mener la politique de la terre brûlée. Oui, parce que François Hollande a joué la division au maximum. Un président qui est élu avec quelques pourcents d'avance face à la droite, normalement, rassemble ceux qui ont fait son élection pour mettre en œuvre son programme, pour créer une dynamique qui accompagne les mesures qu'il prend. Non, il fait tout l'inverse. Il n'associe pas Martine Aubry et ses proches, ceux qui, au PS, n'avaient pas voté pour sa désignation. Il méprise les communistes et ceux qui ont voté Front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Il tolère à peine les Verts en disant « Écoutez, soyez déjà bien contents, vous avez des députés », mais on sent qu'il ne fait pas un mouvement qui associe et il ne met pas en œuvre son programme. Donc, qu'est-ce que ça finit? Après, il choisit, ça ne va pas bien, et bien on fait encore pire. On prend celui qui a fait 5%. La gauche du Parti Socialiste, vous la représentez, ne votera jamais pour François Hollande? En tout cas, nous ne souhaitons pas voter pour François Hollande. À l'étape où nous sommes, nous essayons de construire les moyens de rassembler autour d'une candidature issue de primaires qui rassemble largement la gauche sur un programme... C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, des communistes... Mélenchon lui-même n'est pas très chaud sur l'idée des primaires, mais nos amis communistes disent si on est capable d'avoir un socle commun et si on n'est pas en train de nous faire le remake du précédent quinquennat, nous sommes partants pour des primaires. Ça veut dire encore plus de division à gauche, ça veut dire encore plus la certitude que le candidat de droite va l'emporter. Non, c'est l'inverse. Si vous avez des primaires, vous rassemblez très large. Et celui qui est issu des primaires rassemblera très large. Manifestement, François Hollande ne rassemble pas très large. Quand vous voyez les sondages, quand vous voyez la crispation... Et vos réponses, ce ne sont que des sondages. D'accord, mais vous avez aussi les élections. Et vous avez aussi la crispation de nos partenaires. Parce que, évidemment, vous pouvez avoir des sondages, mais quand vous avez un veto qui est mis par les communistes sur François Hollande et Manuel Valls, quand vous avez une forme de veto qui est mis par nos amis écologistes, même si je trouve que l'idée d'un veto n'est jamais bonne, moi j'ai confiance dans la démocratie et dans le vote des habitants, mais la réalité c'est que ça prouve qu'il n'est pas en situation de renouer cette unité indispensable. Donc il n'est pas un bon candidat. Vous dites aujourd'hui, Marie-Noëlle Lienemann, il faut une alternative finalement vis-à-vis de l'Europe. Il faut une autre France. On voit Nuit debout aujourd'hui, place de la République. C'est cette attente-là, finalement, qui vous donne... C'est une attente beaucoup plus large. Il y a ceux qui sont à Nuit debout qui disent maintenant ça suffit, notre société est tombée sur la tête, quoi. On a perdu nos valeurs, on a perdu nos repères, les inégalités s'accroissent, on n'arrive plus à vivre décemment dans un pays riche, même ceux qui travaillent. Donc on voit bien qu'il y a cette attente. Et puis il y a des couches populaires, et notamment le monde du travail, qui se sent percuté par une concurrence qu'on subit et qu'on laisse faire de plein fouet. La désindustrialisation du pays a été une grande inquiétude et demeure un grand enjeu. Et là, est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on regagne de la souveraineté? Et pour regagner de la souveraineté, il y a d'abord se faire entendre en Europe, créer un rapport de force avec Mme Merkel pour que l'Europe reparte sur une nouvelle dynamique. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, on voit que c'est devenu indispensable. Et deuxièmement, nous par exemple, sur le champ économique, pourquoi on ne nationalise pas? Pourquoi on ne met pas de capital public pour préserver? Regardez l'avenir de la sidérurgie. L'inquiétude qu'on peut avoir de voir ArcelorMittal dit surcapacité mondiale, allez, je m'en vais. Mais une fois qu'une aciérie a disparu, on ne la fait pas renaître brutalement. Donc là, il faut mettre du capital public pour accompagner des mutations industrielles. Donc c'est ce volontarisme qui doit redonner à notre peuple les moyens d'agir.
Agir pour l'Europe, prenons un exemple. Les Néerlandais viennent de faire un référendum pour est-ce qu'on est d'accord le traité de libre-échange avec l'Ukraine. Ils votent non. Moi, je fais une proposition simple parce qu'on a trop trompé les Français sur l'Europe. Tout traité européen nouveau doit être ratifié par référendum. Tout élargissement doit être ratifié par référendum. Ça sera porté tout par traité, les candidats. Absolument. Oui. Tout traité comme le traité transatlantique de libre-échange doit être validé par référendum. Ça change le rapport de force. Ça montre au peuple français qu'il n'est pas obligé de subir une loi venue d'ailleurs. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann, donc sénatrice, ancienne ministre qui publie « Merci pour ce changement » aux éditions du Moment. Merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.